Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'UFDG et ses alliés obtiennent le feu vert pour tenir leur meeting à Kaloum. Ce, malgré les menaces du maire de la commune, le gouverneur de Conakry a rencontré les différents acteurs ce vendredi. À Demoudoula, l'État passe à l'action et oblige les occupants à quitter les lieux. Hier jeudi, une opération de déguerpissement menée par les forces de l'ordre avait lieu. Plusieurs bâtiments ont été détruits. Le 8 août, les électeurs kenyans sont appelés aux urnes pour les élections générales dans un contexte tendu. Récemment, des violences avaient lieu dans le pays. Bienvenue à tous. Ainsi, Maradi Camara était allé vite en besogne en déclarant l'interdiction de toute manifestation politique à Kaloum. Le meeting de l'opposition est finalement maintenu et les autorités s'engagent à mettre tout en œuvre pour l'encadrer. Le gouverneur de Conakry a rencontré les différentes parties ce vendredi pour une concertation avant le dimanche, jour du rassemblement. Mariam Fodé Camara pour le reportage. Kaloum abritera bel et bien le meeting de l'opposition le dimanche 16 juillet prochain. C'est l'affirmation faite par le gouverneur Mathurin à l'issue de cet entretien à huis clos avec les organisateurs, les responsables de la sécurité et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une manière de dissiper les malentendus nés ces dernières heures. Les dispositions qui ont été prises, contrairement à ce que vous avez appris, le meeting du dimanche aura bel et bien lieu à Kaloum. Le meeting qui aura lieu à Kaloum va être sécurisé. Toutes les dispositions sont prises par toutes les parties pour que, comme l'année passée, ce meeting qui a été projeté par les membres de l'opposition, ce meeting ait lieu dans la commune de Kaloum. Les organisateurs, pour leur part, ont annoncé avoir pris des mesures pour le bon déroulement de ce meeting. Ils ont aussi pris des engagements pour le respect des décisions issues de cette rencontre. Le principe de l'organisation du meeting a été retenu après analyse de notre courrier. Ça, nous nous réjouissons de cela. Nous avons discuté par rapport aux conditions qui ont été mises en place sur le plan sécuritaire à l'interne, mais eux aussi, à leur niveau, ils ont prévu des conditions de sécurisation. Donc, globalement, nous avons dit que puisque c'est un meeting qui est autorisé, les militants et les responsables des partis de l'opposition qui viendront peuvent être rassurés que, et du côté du gouvernement et du côté de l'opposition, les mesures ont été prises pour que le meeting se passe dans de très bonnes conditions. L'opposition veut sensibiliser ses militants sur les raisons de la manifestation du 2 août prochain. Il faut préciser que la présidente de la délégation spéciale de Kaloum avait récemment menacé d'interdire ce regroupement. Cette sortie avait été sévèrement critiquée par plusieurs observateurs. Parlant justement de ce meeting à Kaloum, l'un des vice-présidents de l'UFDG indique que des dispositions nécessaires seront prises pour la réussite de la manifestation. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. Je pense que c'est une chose naturelle, parce que la présidente de la délégation spéciale confond information et autorisation. En fait, on ne demande pas, on ne l'a pris pas d'accepter ou de ne pas accepter. Ce que nous avons comme obligation, c'est d'écrire à l'autorité 72 heures avant pour dire qu'on a l'intention de faire un meeting. Et je pense que le gouverneur de la ville de Conakry, et certainement avec le ministre de la situation du territoire, ont dû rappeler à la présidente de la délégation spéciale de Conakry quelles sont ses limites. Donc la manifestation est autorisée. Je voudrais donc profiter de cette occasion-là pour inviter vraiment les Kaloumka, ceux qui vivent à Kaloum, de sortir massivement et venir assister à... Sa décision pour la destinée du nouveau code électoral était attendue. Elle est enfin tombée. Le président de la République décide de renvoyer le document à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Si l'acte reconforte certains acteurs sociopolitiques, il n'enchante pas d'autres. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara signent ce reportage. Une seconde lecture du code électoral à l'Assemblée nationale, c'est finalement le choix du président de la République
Un code qui, avant sa validation par la Cour constitutionnelle, a suscité beaucoup de polémiques au sein de la classe politique. Nous parlerons encore de cette façon de gouverner les quartiers et les districts. C'est une façon qui doit être vraiment appropriée. Il faut que ça corresponde à la volonté des citoyens. Il faut que ça corresponde sincèrement à la quiétude que nous recherchons pour nos quartiers. C'est vraiment une très bonne chose. C'est la meilleure démarche que Monsieur le Président de la République pouvait faire, parce qu'il avait le choix entre plusieurs démarches. Mais à mon avis, c'est la meilleure des choix. C'est le meilleur des choix qu'il a eu à faire. C'est la meilleure démarche qu'il a engagée. L'adoption du point 2 du code électoral a laissé certains députés dans un sentiment de désolation. Rien n'effraie désormais les deux grands partis politiques du pays. L'UFDG ne réclame que la tenue des élections locales. N'oubliez pas que nous avons dit que les élections devaient avoir lieu en février. Et jusqu'à présent, c'est un des outils qui devrait servir à cette élection, et que jusqu'à présent, cet outil ne soit pas disponible est un handicap, si vous voulez, pour l'organisation des élections. Tenir des élections locales requiert plusieurs aspects. Au regard des observations du secrétaire général de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le constat est alarmant. C'est tout ce qui motive le parti à manifester, a-t-il précisé. Il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, le fichier électoral. Le fichier électoral, jusqu'à présent, même le dossier d'appel d'offres n'a pas été confirmé par la CENI qui n'a pas voulu travailler. Mais c'est qu'on oublie. On va vers la fin de l'année. Vous savez que la constitution guinéenne dit que d'octobre à décembre, il y a la révision du fichier électoral. Cette décision du chef de l'État est une autre option qui se présentait à lui, à part la promulgation du code électoral. Parlons santé dans cette édition. L'insuffisance des sages-femmes dans les structures sanitaires en Guinée a été un des points essentiels du Conseil des ministres tenu ce jeudi. Le ministre de la Santé a soumis l'examen du projet de l'Ordre national des sages-femmes et moéticiens de Guinée. Le président de la République a instruit de renforcer la brigade urbaine en vue d'éteindre son champ d'action. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Mariam Nabi. Au titre de l'examen des textes, le ministre de la Santé a soumis au Conseil celui du projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Ordre national et maïeuticien de Guinée. Il a soutenu que pour profiter pleinement de la fenêtre d'opportunité offerte par le dividende démographique et compter parmi les futurs pays émergents, il est urgent pour notre pays de créer un environnement favorable en vue d'améliorer la qualité des soins et l'accès aux services de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile à travers le déploiement et l'encadrement d'un personnel de qualité. Le problème existe, les sages-femmes sont insuffisantes dans les structures sanitaires publiques. Le ministre a indiqué que le besoin du pays en sages-femmes est de 2356 sages-femmes selon les normes de l'OMS. Mais la Guinée n'a actuellement que 902 sages-femmes employées par l'État, soit un déficit de 1454 sages-femmes. Les 2 tiers sont employés à Conakry et dans les grandes villes de la Guinée où ne vit que 15% de la population. Sur instruction du président de la République, l'accent est mis sur la sécurité pour lutter contre les mauvaises pratiques des populations. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de la sécurité et de la défense de prendre des mesures conjointes de renforcement de la brigade urbaine en vue d'étendre ses attributions et son champ d'action. Cette brigade devra notamment reprendre ses actions contre l'insalubrité et les remblais non autorisés. Par ailleurs, les ministres en charge des travaux publics, de l'administration du territoire et de la ville devront se concerter sur la question du curage des caniveaux des voiries urbaines, primaires et secondaires. Le chef de l'État a aussi instruit au gouvernement de procéder à une revue des différents projets financés par la Banque mondiale avant l'arrivée prochaine de son vice-président. Autre chose dans cette édition, la Chine vole au secours de la sécurité routière. Elle vient d'offrir $30 000 qui ont servi à acheter
30 motos qui ont été octroyées aux policiers, ce dont va permettre de renforcer la capacité opérationnelle des agents de police dans la régulation de la circulation routière. La remise officielle avait lieu ce vendredi au ministère de la Sécurité. Malik Sangana Kamara y était pour nous suivre. La police routière guinéenne, confrontée au manque d'équipement dans l'accomplissement de sa mission, bénéficie du soutien de la République populaire de Chine. 30 000 $ US offerts par l'ambassade de Chine au ministère de la Sécurité ont permis d'acheter 30 motos qui sont mises à la disposition de la police routière, ce dont va renforcer la capacité opérationnelle des agents sur le terrain. L'ambassade de Chine a fourni beaucoup d'efforts depuis que je suis à la tête de ce département et même avant. Aujourd'hui encore, la Direction nationale de la sécurité routière est bénéficiaire de 30 motos, non négligeables. Et je leur ai demandé de tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance entre les concitoyens et la police. La coopération chino-guinéenne date des premières heures de l'indépendance de notre pays. C'est en souvenir de cela que ce geste s'inscrit. Il vise surtout le renforcement des liens d'amitié entre les deux pays. Nous offrons ce don de moto, c'est pour aider le ministère à améliorer la capacité de son travail. Cela manifeste l'amitié et les bonnes relations entre nos deux pays. Interpellés à une prise de conscience, les agents bénéficiaires promettent d'utiliser ces engins à bon escient. J'invite mes agents à changer de comportement, à être à la disposition de l'autorité civile, à abandonner les vieilles méthodes de travail. Car, à la présence des autres directions, le ministre a trouvé nécessaire de renforcer les capacités de la Direction nationale de la sécurité. Je sais qu'ils soient rassurés qu'on va bien utiliser ces motos au bénéfice des juges. La Chine ne compte pas s'arrêter là. Elle s'engage à assister le secteur de la sécurité dans le cadre de la formation des agents également. L'ultimatum aux occupants de la forêt de Demoudoula pour quitter les lieux a expiré hier jeudi sur le terrain. Des agents de forces de sécurité ont été déployés pour déguerpir les familles encore présentes sur les lieux. Plusieurs bâtiments ont été démolis sous l'œil impuissant des victimes qui dénoncent la démarche. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré ont fait un tour. Suivez. Le gouvernement n'a pas tardé à mettre sa menace à exécution. Certains occupants n'arrivaient pas, 3 jours de délai, et voici leur maison à l'image des décombres. Les opérations se poursuivent, les machines continuent la démolition, sous le regard des habitants qui ne trouvent de mots pour discerner cette réalité à un film de science-fiction. Récemment, il y a eu une inondation chez un voisin. C'est ainsi qu'ils sont venus nous donner 3 jours pour quitter les lieux. On ne croyait pas. Le chef secteur nous a dit qu'on doit quitter avant mercredi. Et aujourd'hui, ils viennent tout détruire. On n'a même pas eu le temps de sortir nos meubles. Ma mère a fait une crise. On n'a pas où aller. Ces habitants ont-ils reçu un préavis suffisant pour quitter les lieux? Seront-ils indemnisés? Impossible d'approcher le chargé de mission et même certains représentants du ministère de l'Habitat ont esquivé nos micros. À en croire cette victime, les occupants n'ont reçu que 3 jours de préavis pour quitter les lieux. La première fois qu'ils sont venus, ils ont dit qu'après la fête, ils reviendront. Ils doivent nous donner un préavis de 3 mois. Ils sont venus lundi nous dire qu'on a 3 jours pour quitter. Pour nous, ils allaient nous donner le délai requis. Mais ils ont détruit tous nos biens. On n'a pas où aller. Les maisons concernées avaient été marquées. Pourtant, même celles qui n'ont pas de croix ont été démolies. Cette famille estime être lésée et demande réparation. Il n'y avait pas de croix sur notre maison. Ils l'ont détruit et épargné d'autres. Comment vous expliquer ça? S'ils doivent détruire tout, qu'ils les détruisent. Nous demandons qu'ils nous trouvent où dormir. Qu'ils nous trouvent où rentrer. C'est la saison hivernale. On a des enfants. Ma mère est vieille. Nous avons tout perdu.
Hier, ils se plaignaient de la destruction sauvage de la forêt par des inconnus. Aujourd'hui, ils sont forcés de quitter les lieux pour des questions de protection environnementale. Les travaux de restauration et d'aménagement du mausolée national de Camayen ont été lancés ce vendredi, financés par l'ISESCO et le budget national de développement. Cette restauration vise à entretenir l'endroit où reposent à jamais des combattants de l'indépendance guinéenne comme le camarade Ahmed Sékou Touré. Malik Sangana Camara pour le reportage. Le mausolée national de Camayen est un édifice historique qui abrite les tombes des héros qui se sont battus corps et âme pour la cause du peuple de Guinée. Ce monument se trouve de nos jours dans un état critique. Sa restauration vise à valoriser le patrimoine historique. L'état de conservation et de mise en valeur de ce monument emblématique est très sérieusement menacé de nos jours. Non seulement par les intempéries, mais également et très malheureusement du fait même de l'homme. C'est pourquoi votre intervention, Monsieur le ministre, en ce moment précis, est plus qu'opportune. Ici, se reposent 8 illustres Guinéens qui ont lutté contre la pénétration coloniale et des grandes figures de la souveraineté nationale. La restauration du mausolée de Camayen est l'une des priorités du ministre de la Culture. Siaka Barry rappelle que ces différents sites historiques représentent des identités culturelles de notre pays, aussi des repères pour les nouvelles générations. Le mausolée national de Camayen, comme beaucoup d'autres symboles de notre patrimoine culturel national, les villages et quartiers historiques, les tronçons de routes d'esclaves, les ports et comptoirs négriers, les grottes préhistoriques, les forêts et les mares sacrées, les canons, les forts et les fortifications, les pénitenciers, les éléments de l'architecture vernaculaire représentent la référence commune de notre identité commune, facteur de rapprochement des communautés de notre nation, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les martyrs, la lecture du Saint-Coran. Ensuite, la délégation du ministre ainsi que les familles des héros sont venus se recueillir sur les tombes pour des bénédictions. La cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre des travaux de restauration du mausolée. En région, visite du président directeur général de la société Renault, Trank Bruno Blan, était ce mercredi à Bokeh sur les sites miniers où évoluent des engins de marque Renault. Sur les pas de cette délégation, Mohamed Valek Touré et Mohamed Aluseni Kamara, nos envoyés spéciaux. Ce site minier est à 300 km de Conakry. Ici, ces camions acheminent au quotidien 31 000 tonnes de bauxite vers le pont Katougouma. Le président directeur général de Renault vient s'inscrire des réalités. On a vraiment un exemple de quelque chose qui est fait de manière systématique pour maintenir les camions avec des routines très précises. Et les témoignages que j'ai recueillis aujourd'hui de la part des clients, et on a un client parmi nous, on a un chauffeur parmi nous aujourd'hui, me laisse à penser que le travail est d'excellente qualité. La société Renault a décidé de s'implanter sur ce site minier il y a 2 ans. Elle apporte son savoir-faire de solutions pour répondre aux besoins de transport avec une approche dédiée au service client. Aujourd'hui, les résultats sont prometteurs. Je suis extrêmement satisfait par ce que j'ai vu et je veux simplement applaudir l'ensemble de l'équipe ici qui fait un travail absolument magnifique. Ce projet est le fruit d'un partenariat des sociétés SMB et UMS. Plus de 500 camions travaillent pour l'occasion, dont 270 appartenant à la société UMS. Donc aujourd'hui c'est important, c'est un programme d'exporter 30 millions de tonnes de la bauxite riche de la Guinée. Il faut des camions, il faut des chauffeurs, il faut des mécaniciens, il faut des cadres et il faut Renault. Alors Renault est là, donc nous avons fait un travail depuis 1 an qui aujourd'hui a produit des résultats qui sont perceptibles, qui sont tangibles. Ce projet de logistique et d'extraction de la bauxite s'inscrit dans le développement économique comme le témoignent ses partenaires.
Le 15 juillet 2016, un coup d'État visant le régime de Recep Tayyip Erdogan a failli bouleverser la Turquie. Plus de 200 personnes seront tuées lors des affrontements. Dans quel état d'âme le pays se trouve-t-il un an après ce putsch manqué? C'est entre autres une des questions à laquelle Nour Segman, l'ambassadrice de la Turquie en Guinée, a tenté de répondre lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Les explications de Mamadou Saliouba et Aliouba. Le matin d'un 15 juillet 2016, la Turquie est réveillée par un coup d'État visant à déstabiliser le régime d'Erdogan au pouvoir depuis 2014. Plus de 200 personnes ont péri dans des affrontements. Un an après ce putsch amateur, le pays a certes retrouvé sa sérénité, mais les populations restent toujours habitées par la crainte et la stupeur. Le traumatisme, bien sûr, continue. On ne peut pas oublier ces 250 personnes. Vous avez vu leur nom défiler sur la vidéo que nous avons vue. C'est impossible d'oublier ce qu'ils ont fait. Mais comme je vous l'ai dit, la vie normale a repris son cours. Moi, j'étais en Turquie. La vie normale a repris son cours après 2 jours. Bien sûr qu'il y a état d'urgence. Bien sûr qu'il faut prendre les mesures. On ne peut pas accepter d'avoir encore une fois la même chose. C'est pas possible. Vous l'accepteriez pas, vous non plus. Derrière ce coup d'État, le prédicateur Fethullah Gülen, dont l'entreprise terroriste était parvenue à infiltrer les secteurs clés de l'administration turque. 50 000 personnes sont interpellées et doivent, dans les jours à venir, répondre devant les juridictions du pays. En ce moment, il y a 78 affaires judiciaires en cours dans 23 provinces différentes en ce qui concerne les auteurs de cette tentative de coup d'État. Les procureurs, ils ont recueilli des preuves cruciales indiquant que vraiment Fethullah est derrière cette tentative de coup d'État. Les populations turques soutenues par les forces armées non infectées ont réussi à faire échouer le putsch. Depuis, l'État turc, appuyé par ses alliés, reste constamment en veille pour vaincre toute initiative infecte visant à déstabiliser le pays. Bonne nouvelle pour le football guinéen. Après le séminaire du programme Forward de la FIFA tenu à Conakry, durant 2 jours, des représentants de la plus grande institution du football mondial ont rencontré les dirigeants de la FEGIFOOT et plusieurs acteurs du sport roi. De nouvelles réformes pourraient avoir le jour les jours à venir. Moussa Souma Campos pour le reportage. Initiée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, cette formation appelée FORWARD, qui veut dire en avant, vise à renforcer les capacités de gestion technique et financière des associations nationales de football en Afrique. Présent à cette cérémonie de clôture, le ministre guinéen des Sports n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la FIFA qui, d'après eux, a permis à la Guinée d'abriter cet événement très grandiose. Au sein de plusieurs pays africains, de plusieurs pays de la sous-région, le choix judicieux de la FIFA est tombé sur notre pays. C'est un honneur qui est fait à notre pays, c'est aussi un privilège qui est donné à notre pays. Mais au-delà de l'honneur et du privilège, c'est surtout un élan de solidarité que la FIFA est en train de manifester à l'endroit de notre nation. Le directeur du développement pour l'Afrique et les Caraïbes de la FIFA s'est réjoui de la tenue de ces séminaires à Conakry. La Guinée nous a inspiré. Pour moi, c'est un des meilleurs workshops que je n'ai jamais participé depuis qu'on a commencé, parce qu'il y a eu des échanges. Il y a eu pas seulement, ils étaient là, pas seulement pour absorber ce qu'on disait, ils ont fait des propositions. C'était vraiment interactif et puis je vous remercie les participants. Et je voudrais aussi remercier au nom de mes collègues de la FIFA qui ont passé beaucoup de temps à préparer ce workshop. On a déjà cité les noms que je ne reviendrai pas. C'était pour nous un grand plaisir. Et puis on a eu l'accueil très chaleureux ici. C'est la première fois que la Guinée abrite un tel événement de la FIFA. Pour le président de la Fédération guinéenne de football, son pays est de retour dans le Gotha du football mondial. Je vous ai dit qu'il faut que nous reprenions notre place des années 70. Le football guinéen planait sur le football africain. Et dans quelques mois, comme je vous dis, sous peu de temps, la Guinée reprendra sa place. Et nous sommes sur le bon chemin, reconnus de tous les spécialistes. Et les résultats aussi suivent. L'instance dirigeante du football mondial a dépêché 7 délégués à Conakry afin de s'assurer de la réussite de l'événement. La FIFA versera à chaque fédération 500 000 $ pour leur fonctionnement et ce forward remplace désormais le projet Goal.
Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.